Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours de ça plutôt, je vous ai demandé de me poser vos questions sur la F1 et le MotoGP sur mes différents réseaux, sur Instagram et Twitter. J'en ai sélectionné 4 sur le MotoGP, elles sont un peu variées, comme ça permet d'explorer plusieurs sujets. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je pourrais en refaire surtout avec le début des saisons qui va enfin commencer. Donc c'est parti. Donc la première, c'est de Foeni6. Question F1 et MotoGP, y aura-t-il un jour une limite concernant le nombre de courses annuelles ? Donc comme vous l'avez vu dans le titre et comme je vous l'ai dit, on va se concentrer plus sur le MotoGP. On est quand même sur la plus longue de l'histoire et ça fait débat. Il y aura 21 Grands Prix au total. Alors pour nous, spectateurs et fans, on est bien contents. Mais par contre, les teams et les pilotes, un peu moins. En général, ce n'est pas qu'ils sont lassés de faire leur métier, bien sûr. C'est juste que ils sont fatigués en fait à la fin de la saison. Pour vous donner une idée, avant la pandémie, en 2019, on était sur 19 courses. Ce qui est déjà quand même pas mal. Cette année, il y a 2 circuits en plus, celui de Mandalika en Indonésie, là où il y a d'ailleurs eu une partie des tests hivernaux, et le deuxième, le Kimi-Ring, en Finlande. Si on cherche à comprendre pourquoi les teams et les pilotes ne sont pas vraiment favorables à un calendrier aussi long, déjà pour les pilotes, le temps de repos est quand même relativement court entre les courses, il y a une dizaine de jours qui s'écoulent, puis quand vous additionnez tout ça sur 1 an et 21 courses, à la fin, votre corps est quand même assez fatigué. Il y a aussi les entraînements entre les courses, donc les pilotes n'ont pas vraiment de grand temps de repos, et Francesco Bagnaia l'avait rappelé. Ce n'est pas le seul à être mécontent, Marc Marquez aussi avait dit qu'il faudrait limite annuler des courses si le MotoGP veut aller dans d'autres pays. Oui, parce qu'il y a aussi les voyages et le jet lag, donc le décalage horaire. Donc là encore, ça fatigue. Même si à la différence de la F1 qui fait des zigzags à travers le monde pour aller sur différents circuits, le MotoGP, quand il est sur un continent, généralement, il fait toutes les courses qu'il doit y avoir sur ce continent et ne revient pas 5 grands prix plus tard, mis à part l'Europe. Puis il y a aussi les chutes à prendre en compte avec des blessures, des temps de convalescence. Et Andrea Dovizioso avait souligné que commercialement c'est bien, mais c'est vrai que c'est quand même un peu long. Effectivement, en termes de visibilité, c'est très bon pour la catégorie. Maintenant, dans quel état les pilotes seront à la fin des 21 courses ? On verra et on aura la réponse à Valence le 6 novembre prochain. Ce qu'on oublie un peu aussi dans l'histoire, ce sont les teams qui eux aussi font les déplacements, travaillent à côté, qui sont loin de leur famille et s'épuisent aussi. Et la moto ne va pas fonctionner avec un team totalement épuisé qui lutte contre les conséquences physiques et même psychologiques. Pour l'instant, il n'y a aucune annonce sur le fait de limiter les courses, limiter le calendrier en MotoGP, mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de la saison, si c'est trop, les pilotes et les teams auront leur mot à dire et le feront savoir. C'est un peu compliqué de dire si la Dorna décidera de maintenir un calendrier à 21 courses les saisons prochaines, ou si elle augmentera même ou diminuera. Mais ce qui est sûr, c'est que l'engouement autour du MotoGP risque, même si c'est positif, de s'agrandir, donc cette saison permettra de donner des éléments de réponse sur ce point-là, même si on n'est pas sur une saison test. Pour la deuxième question, c'est Michael qui demande « Salut, tu penses que Fabio pourrait signer chez Ducati? Perso, ça serait un rêve. » Pour l'instant, ça semble quand même assez compliqué. Enfin, soit on ne sait pas vraiment. Il y a plusieurs rumeurs à ce sujet, ça c'est sûr et certain. Pour contextualiser, Fabio Quartararo est déçu de sa moto. Le problème de Yamaha, c'est le manque de moteur, c'est le manque de puissance. Depuis des années, ce n'est pas du tout le seul pilote à le dire. Et quand on est champion du monde, qu'on défend son titre, on veut une moto aussi qui en est capable. Donc comment dire, Fabio met un peu quand même la pression à son équipe. Et il n'a pas peur de le dire dans les médias, qu'il s'attendait à plus, qu'il s'attendait à une vraie évolution du moteur. Alors certes, il est loin d'être le dernier sur la feuille des temps pendant les tests hivernaux, mais il dit qu'il est à la limite, et conduire tout le temps à la limite, c'est quand même assez compliqué aussi. Et il l'a clairement dit, mon avenir est ouvert, je dois étudier quelle serait la meilleure option pour moi. Parce que son contrat se termine avec Yamaha à la fin de la saison, avec qui il a remporté son premier titre dans la catégorie. Et justement, comment aller en chercher d'autres avec une moto dont il n'est pas satisfait face à l'armée Ducati et les autres teams comme Honda par exemple qui a vraiment fait des progrès pour cette saison. On va d'ailleurs en parler de cette option avec le HRC. Bien sûr, Yamaha ne veut pas laisser partir son pilote favori, elle en fait même une priorité et sait que la saison risque d'être très compliquée. Mais encore, faut-il trouver un arrangement, du moins un moteur. Son manager Eric Mahé a affirmé avoir été contacté par d'autres équipes et si on émet l'hypothèse Ducati, il faut voir 2 points. Paolo Ciabacci, le directeur sportif, avait déclaré que le team ne sonderait pas le marché à moyen terme et que l'avenir de Ducati serait avec le noyau fort de jeunes pilotes dont elle dispose. Avec Francesco Bagnaia qui a d'ailleurs été prolongé jusqu'en 2024 assez récemment, Jack Miller, Johan Zarco, mais aussi Jorge Martin et Enea Bastianini dont leurs progrès sont observés de très près pour aller rejoindre l'équipe officielle Ducati. Il y a aussi Luca Marini depuis l'année dernière et puis 2 nouveaux rookies avec Marco Bezzecchi et Luca Di Gianantonio dont on a parlé dans une vidéo ici. Bref, au final, ça fait beaucoup de choix pour l'équipe italienne, mais tout le monde dans le paddock connaît le potentiel de Fabio Quartararo, donc pour l'instant, c'est ce que dit Ducati. Mais on sait que dans ce milieu-là, les choses bougent beaucoup. Donc, est-ce que la marque italienne serait quand même prête à faire
une petite place pour Fabio. Deuxièmement, est-ce que la Ducati peut correspondre à un pilote comme Quartararo? Dès ses débuts en 2019, il s'est très rapidement quand même adapté à la Yamaha. Il a toujours eu un meilleur matériel parce qu'il avait de bons résultats. Maintenant, la Ducati, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même moteur, par exemple. On est sur un V4 et non un V4 en ligne comme sur la Yamaha. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo technique sur les différences entre les moteurs en MotoGP, je pourrais vous la faire, dites-le moi en commentaire. Enfin bref, au final, la Ducati n'est pas super simple non plus à piloter, ce n'est pas la même adaptation, même si bien sûr l'ensemble de la moto ne fait que évoluer depuis quelques temps. Donc à voir. Mais pour répondre plus simplement à ta question, pour l'instant ça semble vraiment compliqué. Par contre, l'option Honda, est-ce que c'est possible? On a quand même vu Honda faire quelques appels de phare à Fabio Quartararo, d'autant plus que le français est assez impressionné quand même des évolutions de la moto, avec un nouveau moteur, un nouveau châssis, et pareil pour l'électronique. Pendant les essais hivernaux, il a trouvé leur rythme incroyable. Donc si tout ça se confirme en début de saison, pourquoi pas se diriger vers le team HRC, qui a besoin de retrouver le devant de la scène, d'avoir quelqu'un qui est capable de gagner même en l'absence de Marc Marquez, qui a mis du temps à revenir et qui s'est reblessé fin 2021, et on n'est même pas à l'abri qu'il se reblesse encore après, à voir comment les choses vont évoluer au cours de l'année, et si Yamaha réussira à garder son petit protégé, même si ça semble un peu compliqué pour elle. La troisième question, elle a été posée par Chloé. Question MotoGP, comment se présente le tableau de bord, les settings, les poignées? Donc bien sûr, il y a les commandes de base, avec la poignée d'accélération à droite, avec le frein de la roue avant juste au-dessus, l'embrayage à gauche, le liquide d'embrayage et l'huile de frein qui sont généralement recouverts d'une petite chaussette pour prévenir d'éventuelles fuites, parce que ce sont des produits quand même assez corrosifs, et franchement, sans recevoir dessus, c'est pas fou du tout, et ni pour la moto d'ailleurs. Il y a le tableau de bord qu'on va détailler juste après, avec la petite caméra juste au-dessus, qui nous permet d'avoir des plans assez sympas des pilotes pendant la course, le All Shot Device sur le T de la fourche, donc ça c'est sur la Ducati. Le All Shot Device permet d'abaisser le centre de gravité de la moto et c'est notamment utilisé au départ pour avoir de meilleures performances. Il peut aussi être utilisé pendant la course. Ensuite, il y a les boutons pour l'électronique qui permettent de changer les maps, donc les cartographies, les configurations de la moto. Mais ça, j'en parle dans une vidéo spéciale sur l'électronique en MotoGP. Et juste en dessous, il y a un petit frein au pouce pour la roue arrière. Normalement, si vous êtes motard, vous le savez, sur une moto, on freine avec le pied droit, sauf que sur la route, je ne pense pas que vous preniez des inclinaisons à 60 degrés tous les jours. Et quand les pilotes prennent leur virage à droite, ils ont moins de place pour freiner avec leurs pieds. Donc, ils vont pouvoir pousser cette petite palette avec le pouce, comme je vous l'ai dit juste avant, pour pouvoir quand même continuer à freiner dans les virages à droite. Mais ça existe depuis longtemps, ce n'est pas nouveau. C'est arrivé pour Mick Doohan en 1992, où on lui a ajouté ce frein après son terrible accident qui lui avait sérieusement endommagé la jambe droite. Il y a eu d'autres innovations à ce niveau-là. Marc Marquez avait carrément un levier de frein entre sa poignée et l'embrayage lors des essais libres 2 à Sepang en 2019. Mais bon, il ne l'a pas gardé au final. Et encore, il ne faut pas faire preuve de maladresse et se tromper de poignée pendant le Grand Prix. Enfin bref. Concernant le tableau de bord, le dashboard en anglais, le pilote va avoir plein d'informations dessus. Sa vitesse, le rapport sur lequel il est, le contour, le chronomètre, la pression sur les freins, la température du moteur. Et il va aussi avoir différents messages de son team, par exemple pour lui dire de changer de map, mais ça on le voit dans la question suivante, l'écart avec le pilote derrière lui ou devant lui, les potentielles sanctions auxquelles il est soumis. La direction de course peut aussi lui envoyer des messages pour l'avertir des pénalités, des drapeaux en course. Elle peut aussi lui envoyer un avertissement parce qu'il a eu un comportement jugé inapproprié, et aussi s'il y a un problème avec l'équipement, en affichant tout simplement le mot équipement sur le tableau de bord. Et ça c'est depuis l'incident avec Fabio Quartararo l'année dernière à Barcelone, où son cuir s'était totalement ouvert pendant la course. La dernière question, alors j'en ai combiné deux parce que pour moi elles vont un peu ensemble. Donc il y a Hugo qui demande sans arrêt au stand quelles sont les stratégies pour les équipes de MotoGP, et Kylian, désolé, les différences de stratégie en course entre la F1 et le MotoGP. Le début de ma réponse est plus consacré, je pense, pour les personnes qui ne connaissent pas vraiment le MotoGP et qui viennent de s'y intéresser. Donc en moyenne, une course c'est une vingtaine de tours, un peu plus ou un peu moins, ça dépend des circuits. Et il n'y a pas d'arrêt au stand comme en F1. C'est pas aussi rapide pour changer les pneus d'une moto. Par contre, changer de moto, ça c'est possible. Mais ça dépend des conditions météorologiques et on parle d'une course flag to flag. Et là, la stratégie peut jouer. Je m'explique. C'est pas le pilote qui décide quand est-ce qu'il va venir changer de moto, c'est la direction de course qui envoie un signal parce qu'il y a un changement au niveau du temps. C'est uniquement quand la pluie s'invite sur les grands prix et que les pneus slick ne suffisent plus et qu'il y a une grosse perte d'adhérence. Donc il faut changer et prendre la deuxième moto qui, elle, est déjà équipée de pneus pluie. Et inversement, si les pilotes sont partis avec des pneus pluie et que la piste est séchante. Donc ils vont venir changer de moto pour des pneus slick. En termes de stratégie, c'est comme la F1,
quand est-ce qu'il faut rentrer, quel est le meilleur moment pour rentrer. L'année dernière, par exemple, au Grand Prix d'Autriche, il a commencé à pleuvoir pendant la course et tous les pilotes qui étaient en tête sont rentrés au stand pour changer de moto, sauf Brad Binder qui lui a fait le pari de rester en piste et ce pari audacieux s'est avéré payant puisqu'il a remporté le Grand Prix. Comme la F1, il y a une stratégie pneumatique. Ce sont les ingénieurs, les conseils du technicien Michelin et le pilote qui vont décider ensemble de quel pneu choisir pour la course. Ils font leur choix en fonction de leur position sur la grille et aussi des autres pilotes. Et d'ailleurs, tu peux avoir 2 pneus différents à l'avant et à l'arrière. Donc par exemple, un médium à l'avant et un soft à l'arrière. Et il y a la stratégie électronique qui permet d'ailleurs de gérer l'usure des pneus. Je vous fais encore référence à la vidéo sur l'électronique en MotoGP et je vais pas toute la refaire parce que ça fait 7 minutes en plus et je pense qu'on est déjà assez long dans la vidéo. Les ingénieurs vont faire comme une sorte de pyramide avec les cartographies, si vous voulez. Ils vont les échelonner de la meilleure manière possible pour que la moto ne perde pas en performance avec l'évolution de la piste et la dégradation des pneus. Avec les boutons, il va pouvoir changer de map qui vont avoir par exemple une influence sur le frein moteur, le traction control, mais aussi par exemple la gestion du carburant. Explication, si les pilotes ne sont pas autorisés à rentrer dans les stands pour changer les pneus, ne sont pas non plus autorisés à aller faire un petit tour à la station-service pour faire le plein. Ils partent avec un nombre de litres de carburant défini avant la course et composent avec. Il y a une configuration pour le tour de mise en grille et le tour de chauffe pour justement pas trop utiliser de carburant. Pendant la course, il peut y avoir un message sur le tableau de bord pour dire que la consommation est beaucoup trop importante et qu'il faut changer de map pour pouvoir économiser. Donc il y a ça, mais il y a aussi une autre stratégie pour économiser du carburant qui est celle de la course d'attente. Le pilote va se mettre dans la roue d'un autre, derrière lui, il ne va pas attaquer, prendre son aspiration et ce qui va d'ailleurs aussi économiser son capital pneu. Johann Zarco l'expliquait l'année dernière, faire cette stratégie lui avait permis d'économiser 30 cm3 de carburant pour les courses à Losail, alors que s'il avait changé de map, il n'aurait économisé que 10 cm3. Cette économie de carburant lui a permis de dépasser et de faire des attaques à la fin de la course. Et souvenez-vous, pour les 2 premières courses de l'année, il a terminé 2e et 2e. Après, bien sûr, on peut parler de la stratégie pure et dure sur le circuit. Si le pilote décide d'attaquer très tôt dans la course, ou bien de laisser ses pneus monter tranquillement en température, de chasser un autre pilote comme Marc Marquez aime bien le faire et dépasser à la fin de la course, ou bien une stratégie d'équipe où le pilote va défendre très dur sur l'adversaire de son coéquipier, comme Jack Miller l'a pas mal fait en fin de saison pour aider Bagnaia. Et petite question bonus, c'est une question de Chloé qui demande, je ne sais pas si ça correspond, mais est-ce que tu as prévu de faire des interviews de pilotes? Oui, c'est prévu. Je m'avance sur rien pour le moment, mais dans ma tête c'est prévu. Il y a plein de choses qui s'écrivent dans ma tête, qui s'écrivent sur des papiers. J'ai plein de choses qui sont prévues. Et justement, je voulais vous remercier pour ça, parce que cette chaîne n'a même pas encore de mois, que vous êtes de plus en plus nombreux, que vous me soutenez à chaque fois, que vous me donnez plein de force dans les commentaires, par message privé. Ça me fait énormément plaisir, je peux vous dire que ça me motive énormément à sortir plus de vidéos, que ça me donne plein d'idées. Et c'est la fin de cette vidéo, on va quand même finir sur une bonne note. J'espère que cette vidéo t'a plu, donc je t'invite à liker, la commenter et la repartager comme d'habitude. Et bien sûr à t'abonner à ma chaîne et activer la petite cloche de notification pour savoir quand je poste une nouvelle vidéo. À mes autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je fais une outro beaucoup plus longue pour essayer de trouver une idée pour vous dire au revoir. J'ai toujours pas. Donc bonne journée.